ou acteurs qui n'auraient pas pu se connecter aujourd'hui. Donc voilà, on va commencer les présentations du webinaire et à tout à l'heure pour vos questions. Les réponses à vos questions. Alors, dans la présentation, on vous a mis l'ordre du jour à l'écran. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va vous présenter les orientations du programme régional de formation PRF 2026-2029. On va vous, dans le deuxième point, vous décliner ce qu'on envisage d'acheter comme formation professionnelle de façon un peu globale. Troisième point, qui est un point très important, c'est-à-dire les modalités afférentes au financement européen FSE+, qui sont des contraintes qui vont intégrer l'ensemble de notre commande publique en formation professionnelle et qui vont être des contraintes qui vont s'imposer donc à nos opérateurs qui seront retenus. On va vous faire un point sur la mise en œuvre du système d'information régionale puisqu'il va aussi être un élément et un outil important de suivi de la commande publique. Ensuite, on vous fera un petit point sur le système de rémunération des stagiaires qui a un petit peu évolué pour que on soit au clair là-dessus, notamment pour les prestataires qui seront retenus et pour que la communication à l'attention des stagiaires soit claire dans les prestations. Et puis, bien entendu, il y aura un point important également qui va concerner le traitement des données à caractère personnel, donc la RGPD. Donc, on va commencer tout de suite sur le point numéro 1. Le RGPD, pardon. Alors, on commence sur les principales orientations du plan régional de formation, présenté par Myriam Phaéton, en charge de la formation collective au sein de la direction de la formation professionnelle. Donc, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter les orientations principales du programme régional de formation professionnelle 2026-2029. Donc, en termes de typologie d'achat, on sera sur un accord cadre à bonne commande, sans minimum et avec un maximum mono-attributaire. En termes de durée, donc, les marchés dureront 12 mois, reconductibles 2 fois, soit un total de 36 mois, 3 ans. Les prix unitaires, les lots, donc certains lots auront un prix forfaitaire, donc au parcours, et d'autres lots auront des prix à l'heure stagiaire. Donc, les domaines de formation couverts par ce PRFP sont au nombre de 14. Donc, le premier domaine, les métiers du tourisme et de la mer, composé de 23 lots. Les métiers de l'automobile et assimilés, composés de 5 lots. Métiers du BTP et affiliés, composés de 16 lots. Le domaine 4, les métiers du tourisme, composé de 9 lots. Domaine 5, métiers de l'éducation et du social, composé de 12 lots. Domaine 6, métiers de la restauration et assimilés, 5 lots. Domaine 7, métiers de la vente et assimilés, 3 lots. Domaine 8, métiers de l'aéronautique et de l'aérien, 1 lot. Domaine 9, métiers du transport, 6 lots. Domaine 10, métiers de la formation professionnelle et individuelle, 17 lots. Domaine 11, métiers de l'informatique et des réseaux, 12 lots. Domaine 12, métiers de l'entretien des espaces verts, composé de 7 lots. Domaine 13, métiers de l'environnement, 3 lots. Et domaine 14, métiers de la sécurité, des biens et des personnes, 6 lots, soit un total de 125 lots. D'accord. Maintenant qu'on vous a présenté le cadre global des orientations, on va rentrer dans un peu plus de détails. Et c'est une présentation faite par notre direction de la commande publique de la région Guadeloupe, Madame Sylvie Saint-Val, qui va prendre la parole.
Sylvie? Voilà. Les trois. Je vais sourire. Bonjour. On vous écoute. On vous écoute. Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, nous allons dresser par ces petits slides un petit peu les attendus et la façon dont nous allons procéder au niveau de la commande publique. Donc d'abord sur les modalités de la consultation. Donc comme d'habitude, les consultations seront lancées sur la plateforme acheteur de la collectivité, à savoir eguadeloupe.com, ainsi que sur les journaux d'annonces légales locaux, nationaux et européens. Le délai de remise des offres que nous avons envisagé pour l'instant est de 45 jours calendaires qui part à compter de la date de lancement. Bien entendu, ce délai sera précisé une fois que les différentes consultations seront lancées. Ensuite, s'agissant de la procédure qui sera mise en place durant la phase de lancement, comme habituellement, toutes les questions qui seront éventuellement posées devront obligatoirement et exclusivement se faire via la plateforme d'achat dans les délais réglementaires qui sont fixés dans le RC, le règlement de la consultation. Et bien entendu, toutes les modalités exigées, c'est-à-dire au moment de la candidature, de l'offre, les documents à produire, tous ces éléments seront définis et précisés dans le règlement de la consultation de chaque procédure de marché. Pour ce qui est des contenus des consultations, indépendamment des obligations administratives et sociales habituelles, chacune des consultations qui seront lancées vont contenir des obligations sociales et environnementales qui seront exigées durant la phase d'exécution. Ces obligations, bien entendu, seront également mentionnées dans les documents de la consultation de chaque lot. En plus de ces obligations sociales et environnementales, les candidats devront justifier l'obtention d'agréments spécifiques à chaque lot soumissionné. Ces agréments seront spécifiés dans les documents de la consultation et seront à produire obligatoirement au moment de l'attribution. Lors du dépôt de l'offre, le candidat donc devra justifier soit de l'obtention, si c'est le cas, ou en tout cas d'une démarche enclenchée en vue de l'obtention de l'agrément requis pour le lot soumissionné. Il est à retenir qu'une non-production de ces attestations ne permettra pas à la collectivité de passer à la notification du marché aux prestataires envisagés et bien sûr, malheureusement, entraînera le rejet de l'offre totale. Voilà ce que nous pouvons dire au niveau de la partie commande publique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Saval. Je souhaiterais apporter quelques éléments de précision sur ce qui a été dit. Donc, je me présente, Johanna Tandon, la directrice d'affaires juridiques des assemblées et des achats de la région Guadeloupe. Donc, je voulais préciser, c'est très important, que ce webinaire revêt un caractère strictement informatif et donc il ne constitue pas à ce stade ni un appel public à la concurrence, ni une consultation anticipée, et encore moins une phase de négociation. Et les informations qui vous ont été présentées aujourd'hui ont un caractère indicatif et ne préjugent pas du contenu définitif des documents de la consultation, ni des conditions de participation ou d'attribution, lesquelles seront précisées lors de la publication des différents avis de marché et de l'ensemble des procédures de marché idoines. On veut quand même préciser que ces procédures de marché vont être lancées courant du mois de février, avec une notification qui devrait se faire en milieu d'année 2026. Voilà les précisions que nous souhaitons apporter. Si vous avez des questions par la suite, nous répondrons avec grand plaisir. Merci à tous. Donc,
Bonjour à tous, je me présente Malika Logier, responsable de la cellule FSE au sein de la Direction générale adjointe de la formation et du développement humain. Nous allons continuer ce webinaire avec les modalités afférentes au financement européen, qui sont plus précisément celles du FSE+. Donc, je vous propose un tour d'horizon global des principales obligations liées au FSE+. Pourquoi est-ce que c'est important aujourd'hui d'en parler? Car ce sont des obligations qui s'appliquent autant aux maîtres d'ouvrage, qui est la collectivité régionale, qu'aux prestataires, qui seront titulaires des lots. Donc, pour commencer, alors, vous avez le sommaire, donc on parlera du cadre réglementaire et du contexte, des obligations de publicité et de communication, du suivi des indicateurs, des microdonnées, justification des sorties positives et aussi de la traçabilité et de l'archivage. Donc, pour commencer, sachez que toutes les obligations dont nous allons parler sont issues des principaux textes réglementaires européens que vous avez qui s'affichent, donc le règlement UE, les articles 50 et 69. Ce sont des obligations liées à la programmation actuelle, donc celle de la programmation 2021-2027. Donc, concernant vos obligations, elles se déclinent en 4 piliers. La publicité, pour assurer une transparence de l'utilisation des fonds européens. Les indicateurs, qui mesurent l'efficacité et l'impact des actions financées. La justification, pour démontrer la réalité des actions réalisées. Et aussi la traçabilité, qui permet le contrôle et la pérennité, mais surtout la régularité des dépenses. Le non-respect de l'un de ces piliers compromet l'ensemble du dispositif de financement. Donc maintenant, nous allons rentrer un petit peu plus en détail sur chacun des piliers. Le premier, la publicité. C'est une obligation générale. Le mot d'ordre, c'est faire connaître le soutien de l'Europe. Pour cela, on demande à toute personne bénéficiaire de fonds européens d'afficher sur l'ensemble de ses supports le bloc marque, donc le logo Union européenne, plus le logo Région Guadeloupe, car c'est l'autorité de gestion régionale, avec les mentions cofinancées par l'Union européenne, l'Europe s'engage en Guadeloupe. Ce sont des mentions qui doivent être présentes sur vos sites Internet, pages dédiées à la formation ou page générale, tout document de communication sur l'action de formation, aussi vos supports d'événements, les ateliers, les formations, les feuilles d'émargement, etc., mais aussi vos réseaux sociaux en taguant. Aujourd'hui, il faut aussi nourrir les réseaux sociaux. Donc, Europe en Guadeloupe pour cette publicité sur les réseaux. Donc, après la publicité, concernant toujours la publicité, vous aurez différents niveaux d'obligations en fonction des montants du projet. Donc, selon le montant attribué sur un projet européen, les obligations vont d'une simple affichatoire à une plaque, à la présence sur le site web ou tous les supports de communication. C'est graduel. Après la publicité, nous avons l'autre obligation qui concerne les indicateurs et la gestion des microdonnées. À ce sujet, un point sur le RGPD sera fait en fin de webinaire, car effectivement, nous traitons de la donnée sensible et donc il est important de rappeler les règles qui englobent cela. Pour chaque participant, les organismes de formation doivent collecter un certain nombre d'éléments tels que le nom, prénom, date de naissance, âge, sexe, nationalité, niveau de qualification, etc. Donc, toutes ces données sont collectées à travers des questionnaires et des fichiers qui doivent être remontés au maître d'ouvrage. Les sorties positives, c'est la nouveauté du programme 21-27 sur cette programmation. Afin de justifier de la réalisation d'une action de formation, on se concentre sur l'aspect qualitatif et donc on estime qu'une action de formation est qualitative lorsqu'il y a des sorties positives. Pour cela, on demandera aux organismes de formation donc de fournir les documents probants, qui sont les diplômes ou certifications obtenues, ou des attestations qui seront fournies par le maître d'ouvrage. La justification de la qualité de demandeur d'emploi, car nous sommes sur un programme adressé aux demandeurs d'emploi. Et si rémunération il y a pendant ce parcours de formation, la copie d'un bulletin de rémunération stagiaire. Le dernier point, mais pas le moindre,
Ce sera l'obligation d'archivage. C'est une exigence européenne, elle est stricte et elle permet d'anticiper les contrôles de second niveau, car il faut savoir que l'ensemble des documents que vous fournirez en tant que prestataire doivent être conservés, car si nous avons un contrôle de second niveau, il sera impératif que tous les organismes de formation titulaires des lots puissent coopérer, et ce, pendant une durée de 10 ans à compter de la date de fin d'opération. Je vous remercie pour votre attention. Alors, le système d'information régionale d'information professionnelle, qui est un système important pour nous, donc on considère qu'il est la pierre angulaire du dispositif pour le suivi, en tout cas, de la gestion des marchés publics. Là, vous êtes présenté par le directeur de la formation professionnelle de la région Guadeloupe, Monsieur William Pinard. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, ce programme va se gérer par l'intermédiaire d'un outil qui s'appelle SEM, S-E-M, Système d'exécution des marchés. C'est un logiciel qui est produit par la société Atexo et qui va nous permettre donc d'assurer la gestion administrative et financière de l'ensemble des consultations, des marchés et des bons de commande. L'utilisation de cet outil implique la création d'un compte. Vous recevrez dans un second temps, si vous êtes un tributaire de l'un de nos marchés, l'ensemble des documentations nécessaires, mais un compte utilisateur SEM par organisme. J'attire votre attention sur cette petite subtilité parce que selon le nombre de lots de marché que vous remporterez, de volumes stagiaires que vous aurez à traiter, peut-être que ça peut représenter un équivalent temps plein dans votre structure, cette fonction de gestionnaire du compte SEM, et on attendra de votre part d'avoir effectivement une seule personne référente qui sera un peu la porte d'entrée dans nos échanges concernant les éventuels bugs, problèmes de saisie ou explicatifs à donner sur les procédures de traitement. L'outil va donc être utilisé de la notification jusqu'au solde, avec effectivement une partie saisie qualitative et quantitative avec toutes les informations liées aux stagiaires que vous accueillerez, les prescriptions que vous leur adresserez sur les parcours, et puis ensuite effectivement toute la saisie des réalisations de manière périodique qui donneront ensuite lieu à facturation dans un second temps. Le FSE, évidemment, se gérera aussi à travers cet outil. Ma collègue a évoqué effectivement la collecte d'un certain nombre de pièces. Tout ça sera gérable par la machine. Et puis effectivement, puisque je parle de pièces, un espace stagiaire et organisme dans l'outil qui sont spécifiquement dédiés à la dépôt de documents, de pièces justificatives, arrêt maladie, absence, tout ce qui peut intervenir dans le suivi d'un parcours de formation. L'objet de cet outil, c'est évidemment de simplifier et de fluidifier les échanges entre vous et nous, de sécuriser l'exécution des prestations avec en centralisant tous les actes de gestion dans une seule application. C'est une application, alors je ne l'ai pas précisé, elle est utilisée actuellement par 12 régions en France pour gérer aussi des contrats ou des conventions en matière de formation professionnelle. C'est donc une application qui est assez largement partagée et puis qui connaît aussi un process d'évolution permanent. Donc, on s'interdit pas éventuellement avec cet applicatif de lancer des projets aussi à moyen terme, l'émargement électronique par exemple, éventuellement une interconnexion avec l'outil de rémunération des stagiaires Rémuform Pro qui appartient aussi au même éditeur. Donc les deux pourraient éventuellement communiquer et simplifier là aussi les déclarations de votre côté et les traitements d'une autre. Voilà, donc un nouvel outil avec énormément de potentialités. On reviendra très rapidement vers vous, comme je l'annonçais tout à l'heure, avec effectivement des guides, des notices, des pas à pas, très certainement la création aussi d'un club utilisateur rassemblant les organismes souhaitant participer un peu à l'animation de cet outil. Voilà ce qu'on pouvait en dire aujourd'hui sur le sujet.
Merci William. Donc, on va passer à la rémunération des stagiaires. Un petit point sur les procédures à respecter pour que ce dispositif soit optimal. Bonjour à tous. Alors, ce petit point va être fait par Jennifer Procida, chef de service à la direction de la formation professionnelle et particulièrement en charge de ce sujet de la rémunération des stagiaires au sein de la région Guadeloupe. Merci Madame Vincenot. Bonjour à tous. Donc effectivement, ce petit focus sur la rémunération des stagiaires vous sera fait à deux voix, donc par le biais de Madame Gontour en charge donc, de la cellule rémunération des stagiaires et également par moi donc qui a été présentée tout à l'heure par Madame Vincenot. Alors, vous rappelez que conformément aux dispositions du Code du travail, la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle est accordée aux personnes suivant une action de formation qui est dite agréée par la collectivité régionale. Donc, vous rappelez également que vous êtes les seuls interlocuteurs du stagiaire au titre de la rémunération des stagiaires, comme le prévoient du coup les articles R 63-41-33 et R 63-41-35 du Code du travail. Voilà. Alors pour des éléments d'actualité, donc la région Guadeloupe a décidé d'internaliser le paiement de la rémunération des stagiaires depuis le 1er juillet 2025. Donc depuis cette date, le conseil régional paie directement la rémunération des stagiaires et a donc en responsabilité ces mises en paiement. Les éléments transmis par les organismes de formation conditionnent bien évidemment les délais de paiement. Donc, chaque retard de la part des organismes de formation génère derrière des retards pour la perception de la rémunération des stagiaires. Par ailleurs, toute erreur ou transmission tardive impacte bien évidemment également le dispositif et pour le coup, le paiement de la rémunération. Au 1er janvier 2026, donc les équipes Rémuform Pro donc de la plateforme rémunération des stagiaires qui est effectivement logée jusqu'ici à Guadeloupe Formation, sont rattachées depuis le 1er janvier 2026 à la collectivité régionale. Donc, les équipes Guadeloupe Formation sont dorénavant des équipes régionales, donc qui ont donc rejoint la collectivité régionale depuis le 1er janvier 2026. Donc, depuis cette date, l'instruction est également assurée par la collectivité régionale et donc la chaîne complète est dorénavant à la charge de la collectivité, tant sur la partie instruction-liquidation que sur la partie paiement. L'exigence, du coup, sera bien évidemment renforcée sur la qualité des dossiers que vous nous renvoyez. Merci à vous et je donc laisse la parole à Madame Gontour. Donc, très bien, Véronique Gontour. Donc, le pôle rémunération des stagiaires prend le relais grâce à l'agrément de rémunération qui est établi par le service gestion des opérations de formation. Et cet agrément est conçu à partir du certificat de démarrage que le centre de formation transmet dans les 8 jours du début de formation. Donc, à la réception de cet agrément, nous inscrivons l'action sur la plateforme Rémuform Pro. Et ensuite, nous vous envoyons un mail vous indiquant que vous pouvez commencer à instruire les dossiers de demande de rémunération des stagiaires sur la plateforme. Donc, la priorité pour vous, c'est la collecte des documents. La collecte des documents, donc, pour établir ces dossiers. Donc, c'est le RSE, formulaire de demande de rémunération des stagiaires, complété, signé et tamponné. Les justificatifs de France Travail, avis de situation, attestation fiscale de mois par mois, les attestations vitales, le RIB ou le RIB du stagiaire au nom du stagiaire, les documents, la carte nationale d'identité, le passeport ou le titre de séjour pour les étrangers avec la mention pouvant travailler. Et pour les travailleurs handicapés, c'est un peu plus spécifique. Nous avons besoin de la décision MDPH et l'attestation CEPA, ainsi que leur dernier certificat de travail et leur bulletin de salaire afin de justifier le nombre d'heures. Ça, ce sont les stagiaires, les TH qui ont déjà travaillé. Donc, donc là, quand vous collectez les documents, vous les saisissez sur la plateforme Rémuform Pro, vous les téléchargez et ensuite vous les transmettez à la plateforme. Enfin, vous les transmettez sur le site de Rougeole à Petit-Bourg. Quand nous réceptionnons les dossiers, le contrôle est fait par deux agents de la plateforme.
Ensuite, nous, à la suite de cette étude, nous validons ou pas le dossier. Si le dossier est validé avec toutes les pièces complètes, nous vous transmettons cette information et vous donnons l'autorisation de pouvoir saisir les RS9. Les RS9, ce sont les états de fréquentation. Et à partir de là, ça va déclencher, enfin, quand vous les saisissez, vous nous les transmettez à nouveau pour contrôle et à ce moment-là, nous établissons le fichier de paiement que nous transmettons au service financier. Le service financier fait le paiement et ensuite nous mettons à jour la plateforme. Et dès la mise à jour de la plateforme, les centres ont la possibilité ou les stagiaires ont la possibilité de télécharger leur avis de paiement. Il faut savoir que quand le dossier est validé, le stagiaire reçoit une décision de prise en charge et sur ce document, il a des accès à la plateforme, donc il peut voir le suivi de son dossier. Donc, voilà. Alors, votre rôle en tant qualité de centre de formation, vous êtes l'interlocuteur unique du stagiaire. Le stagiaire passe par vous pour avoir toute information au sujet de son dossier de rémunération. Ensuite, nous passons à votre responsabilité. C'est la collecte des pièces, les justificatifs auprès des stagiaires. Vous devez vérifier la conformité et l'exactitude des informations des dossiers et le dépôt complet dans les délais impartis. Et on vous signale que les dossiers incomplets ne pourront pas être traités. Voilà. Voilà. Alors, en cas de non-respect de toutes ces obligations, l'instruction du dossier est suspendue. Il y aura un rejet de demande de rémunération et surtout un impact financier pour le stagiaire qui ne pourra pas recevoir sa rémunération. Et d'autre part, des conséquences sur le conventionnement ou les relations avec l'organisme financier. Voilà, je vous remercie de votre attention et on va passer. Donc, merci beaucoup, Véronique, pour cette présentation. Donc, effectivement, dans le cadre du déploiement des actions de formation professionnelle, objet du présent webinaire, nombre de données aujourd'hui font l'objet de données à caractère personnel et par conséquent doivent faire l'objet d'un traitement particulier par les centres de formation, donc prestataires, futurs prestataires de la région dans le cadre de ce déploiement du PRF sur la période 26-29, mais également au niveau de la collectivité elle-même, notamment, je dirais, pour mieux traiter ces données conformément donc au cadre réglementaire auquel il y a affaire. Et donc, je vais passer la parole à Madame Astrid Jen, qui est DPO, donc Data Protection Office au sein de la collectivité régionale, qui va vous exposer ce qui incombe à la fois donc à la région, dans sa qualité de maître d'ouvrage, mais également aux prestataires qui seront retenus dans le cadre de ces consultations à venir pour le traitement des données qu'ils pourront récolter dans le cadre de l'exercice de ces prestations. Bonjour, alors je me présente Astrid Jen, je suis déléguée à la protection des données personnelles de la collectivité régionale. Donc aujourd'hui, sur le volet protection des données au sein des centres de formation, on vous demandera de respecter la réglementation parce que vous êtes soumis au RGPD, donc Règlement général sur la protection des données personnelles, quand vous collectez des informations personnelles sur les stagiaires. En termes de données personnelles, qu'est-ce qu'on entend? Ce sont toutes informations relatives à une personne physique identifiable, directement ou indirectement. Donc, en vos possessions, vous avez des données d'identification, données d'état civil, des coordonnées, donc adresse mail, téléphone, adresse postale, des informations sur la vie privée, sur la vie professionnelle, les CV, lettres de motivation, statut professionnel, type de contrat, etc. Et des données économiques et financières, donc le RIB, les impôts et d'autres documents que vous avez besoin en fonction des demandes. Pour un petit rappel ou alors du coup, pour passer à la slide suivante. Merci. Alors, qu'est-ce qu'une donnée personnelle? Donc, c'est une information se rapportant à une personne physique identifiable ou identifiable directement ou indirectement. Les données sensibles, donc certains d'entre vous devront traiter des données sensibles. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des informations qui relèvent des origines raciales, ethniques, les opinions politiques, les convictions religieuses ou physiologiques ou l'appartenance syndicale,
le traitement de données génétiques, données biométriques, aux fins d'identifier une personne physique de manière unique. Des données de santé, donc tout ce qui est mutuelle, carte vitale, des données concernant la sexualité ou l'orientation sexuelle de la personne, donc tout ce qui est civilité. Le traitement de ce type-là est normalement strictement interdit, du coup, sauf exception. Traitement de données. Alors, je fais un petit rappel ou une sensibilisation. C'est pour que vous puissiez prendre la mesure de ce qu'on va attendre du centre de formation. Le traitement de données, c'est toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliqués à des données personnelles. Donc là, ici, on parle de collecte, de conservation de la donnée, de consultation, de transmission, utilisation et suppression. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va vous demander à un instant T d'être capable de savoir où se situe la donnée, qui la traite, qui l'a consultée et qui l'a utilisée. Deuxième définition, le responsable du traitement. Nous, Région Guadeloupe, nous sommes donneurs d'ordre. Vous êtes sous-traitant, mais vous êtes responsable des données. Donc, on a une responsabilité conjointe, responsable des données que vous récupérez en notre nom. Les destinataires, ce sont toutes les personnes. Si vous n'avez pas les moyens suffisants en interne, vous pouvez faire appel à des sous-traitants, des sous-traitants. Oui, c'est bien, c'est le terme. Donc, du coup, ces données vont transiter, vous serez la source de transit, à des personnes habilitées à recevoir ces informations, donc vos destinataires. Il faudra aussi savoir comment vous faites transiter, comment vous faites le transfert, à qui vous le faites et pour combien de temps vous le faites. Donc, on est vraiment sur la gestion de la maîtrise de l'information. Et enfin, l'autorité de contrôle. À tout moment, la CNIL peut faire un contrôle pour savoir est-ce que les droits des utilisateurs sont respectés, que ce soit au niveau de la collectivité, que ce soit au niveau des centres de formation, parce que la règle s'applique à tous, la réglementation s'applique à tous. Donc, pour être conforme avec le RGPD, il faudra dans un premier temps obtenir le consentement des stagiaires avant de collecter les informations. Donc, informer le stagiaire sur la manière dont les informations sont collectées, utilisées et conservées. Il faut limiter la collecte d'informations, c'est-à-dire de récupérer uniquement les données minimum, les données strictement nécessaires pour le bon suivi de la demande. Garantir la sécurité des données personnelles, parce qu'on a des signatures, on a des pièces d'identité. Effacer les données personnelles des stagiaires lorsqu'elles ne sont plus nécessaires aux fins pour lesquelles elles ont été collectées. C'est-à-dire qu'une donnée a une durée de vie. On ne peut pas garder indéfiniment un dossier de stagiaire. Et enfin, tenir à disposition de la collectivité tous les documents et la politique de sécurisation de la donnée que nous allons voir ensemble, du moins ce qu'on attend en tout cas de vous sur la politique de sécurité. Donc, il est impératif de désigner un responsable RGPD, d'accord, qui sera en charge de la mise en place de la protection, de la politique de la protection des données personnelles dans l'organisme. Donc, il faut accomplir un certain nombre de tâches. Cette personne, elle sera là pour conseiller l'organisme sur les meilleures pratiques en matière de protection des données, superviser la mise en place des politiques et des procédures de protection des données, former et sensibiliser les employés sur l'utilisation des données personnelles et répondre aux demandes des personnes concernées en leur donnant leurs droits d'accès, droits de consultation, droits de modification, droits de suppression. Et enfin, je suis à disposition pour coordonner, en tout cas, avec ces différents responsables, le bon suivi de la réglementation. Donc, le responsable RGPD est en charge de la mise en place. Donc, ce qu'on attend, et ces documents doivent être toujours à disposition, quelle est votre procédure en cas de violation de données? Il faut informer le responsable du traitement, donc la région Guadeloupe, s'il y a une violation d'information, si elle n'entraîne pas de risque, si elle entraîne un risque ou si elle entraîne un risque élevé. Ça veut dire qu'il y a eu une fuite de données. Donc, il faut être capable d'informer la collectivité. Donc, il faut écrire cette procédure.
La procédure en cas de demande d'exercice des droits d'un stagiaire. Il veut changer sa pièce d'identité parce qu'elle a expiré, son adresse, son RIB. Quelle est la procédure que je vais mettre en place pour que le stagiaire puisse me donner ces informations? La procédure de transfert de données. Donc, quand je vais transférer les données à la collectivité, quelle est la procédure que j'ai mis en place? Et enfin, la procédure d'archivage et de suppression, parce que c'est une information nécessaire pour la réglementation. Il y a une durée de conservation sur la donnée. Donc, pour finir, le délai de conservation, qu'est-ce que c'est? C'est la durée de vie de la donnée. Donc, pour toutes les demandes qui ont été rejetées, refusées, c'est-à-dire si elles n'ont pas été terminées, tout simplement, elles ont été rejetées parce qu'elles ne remplissent pas les conditions, il faut garder 3 ans ces informations à disposition de la collectivité ou d'un organisme de contrôle. Et pour les autres, on va les garder 10 ans, donc à compter du dernier acte de gestion de la clôture du document. Les 10 ans ne commencent pas avant. Donc, c'est une fois que le dossier est finalisé, on va rentrer dans une procédure de 10 ans de conservation. Voilà un peu la présentation sur la protection des données personnelles. Merci. Merci beaucoup, Astrid. Donc, alors, on en a fini pour la présentation qu'on voulait vous faire aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire de préinformation relatif aux consultations à venir dans le secteur de la formation professionnelle. Là, on vous propose un temps d'échange. Donc, afin de mieux pouvoir répondre à vos attentes, il vous est proposé directement donc de poser vos interrogations via l'option questions-réponses proposée par Zoom. Et en fonction des questions reçues, une réponse vous sera faite donc en séance par l'ensemble des intervenants qui ont pu donc présenter leur support ce matin. Donc, on a déjà une première question. Donc, je vais la lire. À savoir si la formation à distance asynchrone partielle ou totale sera possible donc, dans le cas de ces consultations. Alors oui, effectivement, la formation à distance asynchrone partielle est possible. Il n'est pas envisageable de rendre asynchrone la totalité du parcours, mais au moins une partie. Voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à solliciter donc cette option questions-réponses. Alors, on a une autre question, donc à savoir si les formations sont exclusivement réservées à des personnes inscrites à France Travail. Oui, effectivement. Ce dispositif, ce programme, cette consultation n'est ouverte qu'aux demandeurs d'emploi, capables de justifier de leur statut de demandeur d'emploi, donc inscrits à France Travail. Donc, une question relative à la mise à disposition donc du replay de ce webinaire sur des plateformes. Donc, effectivement, la réunion aujourd'hui a été enregistrée, donc le webinaire a été enregistré et il fera l'objet donc d'une diffusion sur le site internet de la collectivité régionale. Pour tous les inscrits, on fera également parvenir donc les supports qui ont été présentés ainsi que le lien de redirection vers ce replay. Autre question, c'est est-ce qu'il est prévu qu'un pourcentage précis à distance sera envisageable ou pas? On n'a pas fixé de pourcentage de plafond précis. Ça va s'étudier surtout selon le type de certification, le type de parcours et les modalités pédagogiques proposées. C'est surtout à la lumière de ces 3 éléments qu'on va pouvoir accepter ou pas le caractère asynchrone d'une partie du parcours. Alors, une autre question. Avez-vous le détail sur les types de certifications visées pour les formations?
Je me permets de répondre. Donc, le détail des types de certification sera inscrit dans les documents de consultation des différents marchés qui vont être annoncés. On peut vous donner quelques exemples. Alors, on peut avoir des titres professionnels ou des certifications de la direction de la mer, notamment. Une question portant sur la rémunération. Donc, si le dossier du stagiaire est validé pour la rémunération, quel est le délai pour le premier paiement? Est-il ensuite rémunéré mensuellement? Alors, bonjour Véronique Contour. Alors, le dossier du stagiaire, il est validé après l'avoir reçu, donc disons un mois et demi après la date de réception. Et les rémunérations seront versées mensuellement vu la nouvelle organisation qui est mise en place depuis le 1er juillet 2026. 1er janvier, pardon, 2026. Une question portant sur la publication. Donc, quelle est la date exacte de publication de l'avis de marché avec les DCE? Nous ne pouvons pas donner à ce stade de date précise pour ne pas non plus donner un avantage aux personnes qui participent au webinaire, pardon, mais sachez encore une fois que cette publication se fera au cours du mois de février. Donc, restez attentifs sur les supports de publication et particulièrement le profil acheteur e-Guadeloupe qui a été présenté dans les différentiels relatifs aux achats de prestations en formation professionnelle et qui sera clairement accessible via le lien qu'on va préciser dans l'avis de préinformation qui a été publié et sur le site internet de la collectivité régionale. Alors, une remarque de participant. Donc, dans les lots, je n'ai rien vu sur l'illettrisme. Alors, l'illettrisme fait partie du domaine de formation 10, métier de la formation professionnelle et individuelle. Alors, une question plutôt sur la procédure de marché. Donc, quelles seront les exigences pour les groupements? La collectivité régionale est très ouverte au groupement d'entreprises momentanées. Pour autant, toujours pour les mêmes raisons de ne pas favoriser les personnes qui participent actuellement au webinaire, on ne peut pas vous donner toutes les informations, mais sachez que d'une façon générale, la collectivité est très ouverte sur les candidatures en groupement, en sous-traitance, et ces informations seront précisées dans les documents de consultation, plus spécifiquement dans le règlement de la consultation, le RC. Sur l'autre question, est-ce qu'il faudra avoir une certification Calliope pour faire une offre suite à la consultation? Alors, oui, effectivement, il faut avoir son certificat Calliope au moment de la notification de l'acte d'engagement. Donc, c'est vraiment une démarche qu'on vous invite à anticiper. Et plus généralement même, lorsque vous allez proposer une offre sur une certification donnée, on vous invite à bien vérifier que vous ayez tous les agréments et toutes les habilitations nécessaires pour pouvoir dispenser cette certification. Il y a une autre question encore sur la publication de la consultation, donc j'ai répondu tout à l'heure. Encore une fois, rassurez-vous, au cours du mois de février, restez attentifs sur les supports de publication. Je vais quand même préciser ce que Monsieur le directeur de la formation professionnelle a dit tout à l'heure sur la certification, et comme l'a rappelé Madame Saint-Val tout à l'heure lors de la présentation de la slide spécifique à la commande publique, on vous encourage à vraiment mettre en œuvre toutes les démarches pour avoir les certifications nécessaires qui seront listées dans le cahier des charges du marché, mais il faudra que vous ayez ces habilitations, ces affectations, pardon, enfin habilitations, agréments, pardon, au moment de la notification du marché, ce qui va pas être très long puisque nous, on a vraiment besoin de pouvoir avoir un marché opérationnel pour la bonne gestion de la compétence formation professionnelle sur le territoire Guadeloupe. Nous avons une autre question sur les modalités de paiement au niveau des avances, l'échéancier de facturation. Ces informations sont également détaillées dans les modalités de paiement qui vont être décrites en partie dans le règlement de la consultation des marchés et plus particulièrement dans le document qui vaudra cahier des clauses administratives particulières. Alors, on a des questions très intéressantes. Alors, excusez-nous, on est en train de toutes les regarder pour pouvoir les poser correctement.
Euh, alors, juste au-dessus, une petite question sur effectivement France Travail, une convention pour la rémunération des stagiaires. Alors, il faut bien distinguer la rémunération, la prise en charge de la rémunération par la région, c'est un droit, ça n'est pas une obligation. Donc, effectivement, libre aux demandeurs d'emploi d'activer ou pas ce droit. Sur les attestations France Travail, et pourtant sont salariés ou en contrat d'intérim, les DE des autres départements sont-ils éligibles? Alors, nous, on s'adresse aux demandeurs d'emploi de Guadeloupe. Donc, effectivement, euh, on attend que le demandeur d'emploi réside sur le territoire guadeloupéen et soit inscrit dans une agence France Travail de Guadeloupe. Ça s'appelle la catégorie de demandeurs d'emploi à laquelle il appartient nous importe peu. Nous, ce qu'il nous faut, c'est simplement une attestation d'inscription à France Travail en tant que demandeur d'emploi. Voilà, quel que soit le statut qu'il a comme demandeur d'emploi. Autre question, un même candidat pourra-t-il faire partie de plusieurs groupements pour les lots différents? La collectivité régionale, je le répète, est très souple sur les sujets de co-traitance et de candidature en groupement. Mais encore une fois, cette information sera précisée dans les documents de la consultation. Nous sommes dans un exercice de sourcing. Donc, on vous donne des informations essentielles sur le marché, mais nous ne pouvons pas entrer dans les détails. Pour ceux qui ont déjà l'habitude de répondre à des marchés publics, on doit respecter une inégalité de traitement, pardon, des candidats potentiels. Donc, on ne peut pas donner toutes les informations aujourd'hui. Mais encore une fois, vous n'avez pas beaucoup de temps à attendre pour pouvoir prendre connaissance de l'ensemble des exigences qui vont s'appliquer à la publication des marchés et à l'exécution des prestations attendues. Pour les formations commandées par la région, oui, elles sont différentes des marchés de France Travail. Oui. Voilà, c'est ça, puisque en fait, la législation veut que France Travail a une certaine compétence en matière de formation professionnelle et on est de même pour la région. Donc, les deux programmes de formation, on va dire, qui existent seront complémentaires. Il y a une question qui porte sur les formations en langue étrangère, dans quel lot elles vont être intégrées. Donc, les formations concernant les langues étrangères, précisément français langue étrangère, sont intégrées au domaine 5, métiers de l'éducation et du social. Et je corrige également ma réponse de tout à l'heure concernant l'illettrisme, qui est également dans ce domaine. Donc, métiers de l'éducation et du social. Une question portant sur la rémunération, donc concernant le dépôt obligatoire des pièces pour la rémunération des stagiaires sur le site de Rougeole. Il est demandé, est-ce qu'il est prévu effectivement que lien sécurisé soit mis en place, le digital? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Question pour le FSE. Concernant le FSE, quel est le délai de paiement des acomptes soldes avance? Voilà. Nous ne sommes pas, alors, il faut savoir que nous sommes dans le cadre d'un marché de prestations. Donc, le FSE ne paiera pas directement les organismes de formation. Les relations financières sont avec le maître d'ouvrage, donc la région Guadeloupe. Je précise tout de même que les délais de paiement de la région sont respectueux des délais réglementaires, à savoir un paiement dans les 30 jours. Et même la moyenne de paiement de la collectivité régionale est inférieure à 30 jours. Elle est aujourd'hui, en tout cas en 2025, de 27 jours. Est-ce que les marchés sont soumis à la signature électronique des prestataires? On sait très bien qu'il y a certaines entreprises qui ont des difficultés à obtenir des certificats de signature électronique. Donc, à ce stade, on vous dira qu'il n'y aura pas forcément une obligation de signature électronique des marchés. Pour autant, ceux qui ont leur certificat de signature pourront très bien signer les marchés de façon électronique pour garantir la chaîne de dématérialisation. Mais pour autant, ce ne sera pas forcément quelque chose que nous allons imposer pour ne pas mettre les organismes qui n'auraient pas de certificat en difficulté.
Les prestataires maître droit sont acceptés ou privilégiés, vous, les organismes locaux. La collectivité régionale ne fait pas du tout de localisme en matière de commande publique. Donc, de ce fait, et ce, même si ce marché ne sera pas un appel d'offres, mais un marché de procédure adaptée, puisque la réglementation nous le permet, cette publication sera ouverte sur les plateformes de publication au niveau européen. Et donc, aucunement que les organismes locaux sont privilégiés. Des entreprises qui sont situées en France, en Espagne, en Italie pourront très bien répondre au marché. Nous ne faisons pas de préférence locale. Alors, est-ce qu'il est possible de répondre à tous les lots du domaine de formation pour se positionner? La règle en matière de possibilité de répondre à un ou plusieurs lots sera précisée dans les documents de la consultation. Pardon. C'est vrai qu'il y a possibilité pour la collectivité d'imposer que chaque prestataire réponde à un, deux ou trois lots, pas plus, mais tout cela sera précisé dans les documents de la consultation. La période de sortie des marchés, je le répète, ce sera en cours du mois de février. Quand seront émis ces appels d'offres? C'est pareil, c'est la même question. Alors, la question sur le parcours sera... Non, je n'ai pas compris la question dans mon adresse. Alors, est-ce qu'il y aura un volet environnemental et sociétal sous cet appel d'offres? La collectivité régionale, comme l'ensemble des collectivités territoriales, a l'obligation d'intégrer des éléments environnementaux ou en matière en matière sociale, soit au niveau des critères de jugement, soit au niveau des critères d'exécution du marché. Donc, vous aurez l'occasion de pouvoir en prendre connaissance lorsque vous lirez les différents documents de la procédure, enfin, des procédures de marché qui vont être lancées. Le découpage des formations par zone, par exemple, cap excellence, cela veut-il dire que les participants doivent obligatoirement être domiciliés dans cette zone? Non, pas du tout. Pas du tout. Vous devez donner la garantie de pouvoir exécuter les formations sur les éventuelles zones qui seraient précisées dans le marché, parce qu'encore une fois, on peut pas donner de détails là-dessus. Mais il n'y a pas d'obligation de domiciliation des prestataires sur les zones pour lesquelles ils se positionnent pour exécuter les prestations. Ouais. Alors, il y a-t-il un lot sur la création ou la gestion d'entreprise et un sur la comptabilité? Donc, on vous a lu, pardon, les blocs de compétences. Et il se trouve qu'il n'y a pas spécifiquement pour la création et la gestion d'entreprise ni sur la comptabilité. Alors, sachant qu'il faut 2 mois pour une habilitation, peut-on déposer une offre en attendant? C'est ce qu'on a essayé de vous dire tout à l'heure. On n'a peut-être pas été suffisamment clair pour vous rassurer. On vous encourage à vraiment démarrer les démarches pour obtenir les différentes habilitations listées dans les documents de la consultation des marchés. Ça, c'est clair. En revanche, il est certain que lorsque le marché va être notifié, ces habilitations devront être effectives. Donc, on vous encourage à faire les démarches très rapidement. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons fait ce webinaire. Au-delà des éléments sur le FSE+, sur le système informatique régional pour gérer les différentes prestations, on voulait vraiment que vous ayez l'information de la publication prochaine de ces marchés afin que vous ayez le temps de lancer toutes les démarches nécessaires pour avoir les différentes habilitations. Alors, les sites, le site que vous devez vraiment avoir en tête, de toute façon, c'est eGuadeloupe. Donc, eguadeloupe.com. C'est le profil acheteur de la région, à savoir le site internet qui permet d'avoir l'ensemble des marchés publiés par la région et d'autres collectivités d'ailleurs. Mais pour avoir la liste des marchés de la région, vous pouvez aller sur eGuadeloupe et vous aurez en fait toutes les informations relatives
aux procédures de marché, pardon, qui vont être lancées, même s'il y a d'autres plateformes qui vont être utilisées, qui sont un peu techniques comme le JOE ou le BOMP. Mais vraiment, allez sur eGuadeloupe et vous aurez toutes les informations nécessaires. Vous pouvez télécharger les pièces. Il vous suffira juste de créer un compte si vous l'avez pas, pour pouvoir obtenir toutes les informations liées aux procédures de marché. Alors, il y a des questions, effectivement, qui sont redondantes sur le FSE. Pour bien expliquer le système du FSE, en fait, c'est nous, la collectivité, qui allons faire la demande de FSE. Les actions seront cofinancées par le FSE, mais vous n'avez aucune démarche sur ce sujet-là à faire, aucune demande à déposer, et vous ne recevrez concrètement pas de versement de la part du FSE. Vous serez payé sur la réalisation de la prestation par la région, et ensuite c'est la région qui se retourne vers le FSE et vu des candidats éligibles et des pièces que vous aurez collectées et que vous nous aurez transmis, on se fait rembourser auprès du FSE une partie du paiement des prestations réalisées. Donc, vous n'avez aucune démarche à faire dans ce sens-là et aucun versement à attendre de la part du FSE. Sport en salle, coaching, sont dans quel lot? Ça en passe. Il n'y a pas. On a fait le choix de ne pas acheter de certifications et de titres sur ce domaine-là. Pour l'instant. Autre question, donnerez-vous des informations précises sur le volume d'actions prévues par chaque lot dans les appels d'offres? Naturellement, cela sera précisé dans les documents techniques et financiers des marchés publics. Alors, les formations devront-elles être certifiantes au sens de France Compétences pour chaque lot? Donc, pour chaque lot, la finalité attendue sera précisée. Donc, pour certains lots, une attestation, pour d'autres, une habilitation ou un titre professionnel ou une certification de manière plus générale. Mais ce sera précisé pour chaque lot. Il y a une question sur la formation De SEM. à l'utilisation de l'application SEM. Oui, effectivement, bien sûr, on fera des webinaires spécifiques sur l'utilisation du logiciel. Et puis, voilà, j'évoquais l'idée d'un club utilisateur tout à l'heure. Donc, il y aura tout un accompagnement, évidemment, à la prise en main de l'outil. Donc, on constate des mains levées également sur le webinaire, hein. Comme dit dans les propos préliminaires, toutes les interventions passeront donc sur l'option questions-réponses, donc au niveau de Zoom. Pour compléter un peu la réponse de Monsieur Pinard, directeur de la formation professionnelle, au moment de la notification des marchés, une rencontre sera faite entre la région Guadeloupe et ses attributeurs pour vraiment expliquer en détail ce qu'on attendra de vous, c'est-à-dire ceux qui vont être attributaires, comment les marchés devront être exécutés, pour vraiment lancer une vraie forme de dialogue entre la région et ses prestataires. Donc, une question sur les clauses sociales. Comme je disais tout à l'heure, nous avons à cœur d'intégrer des éléments environnementaux et ou sociaux dans nos consultations de marché, pardon, et donc vous aurez la surprise de voir s'il y a une clause sociale prévue dans cet appel d'offres. Alors, ce sera pas un appel d'offres, ce sera un marché de procédure adaptée, comme j'ai dit tout à l'heure, mais voilà, vous aurez les informations très rapidement. Alors, encore une fois, il y a des mains levées. N'hésitez surtout pas à poser directement vos questions dans le chat et on y répondra en direct. Nous sommes encore connectés pendant 45 minutes. N'hésitez surtout pas.
Alors, il y a une question sur la date de démarrage souhaitée des actions de formation. Donc, il y a des dates prévisionnelles qui seront précisées dans les documents de marché, mais au moment de l'exécution de chacune des prestations, des dates de démarrage spécifiques vont être précisées systématiquement par la région. Sur la question concernant les formations carcérales, elles feront l'objet d'un complément au PRF, donc très probablement courant de l'année, voire 2027. Il y a une question sur des conditions minimales de chiffre d'affaires à remplir pour candidater. Donc, ces informations vont être précisées dans le règlement de la consultation, mais sachez que, en termes de politique d'achat, la collectivité régionale souhaite vraiment pouvoir étendre le plus possible la concurrence et de permettre à n'importe quelle structure, qu'elle soit petite, qu'elle soit moyenne, qu'elle soit grande, de pouvoir soumissionner et voire même d'être attributaire des différents marchés de prestations de formation professionnelle qui vont être lancées par la collectivité. Donc, une question pour la durée sur laquelle va porter ces marchés. Donc, on a précisé que ce sera des marchés qui vont durer au total, reconduction comprise éventuellement 3 ans. C'est ça. Maximum. Pour l'instant. Pour les nouveaux centres de formation, est-ce que le fait de ne pas avoir de référence est rédhibitoire? Le fait de pouvoir candidater avec une précision sous les références sera précisé dans les documents de consultation. Pour autant, on tient déjà à préciser que, encore une fois, dans la mesure où la collectivité veut étendre au maximum la concurrence, du moment que les opérateurs, que les entreprises qui vont se positionner donnent des garanties de la bonne exécution des prestations, leur candidature sera regardée avec attention. Alors, est-ce qu'il y aura une avance possible pour les petits centres de formation et quelle est la durée moyenne de vos paiements? Donc, sur la durée moyenne de paiement, je l'ai précisé tout à l'heure, c'est 27 jours. Donc, ça, c'est pas des données qui sont inventées par la région, c'est vraiment des données qui ont été précisées par la direction régionale des finances publiques, la DRFIP. Et le délai légal, c'est 30 jours. Donc, la moyenne de paiement de la région est inférieure au délai légal. Et sur les avances possibles, encore une fois, ces informations sont précisées dans les documents de la consultation, mais sachez que la collectivité régionale tient particulièrement en compte la souplesse qui existe dans le Code de la commande publique sur les avances que nous pouvons attribuer aux entreprises dans le cadre du marché public et particulièrement aux TPE et PME, puisque ça constitue plus de 90% de notre tissu économique aujourd'hui.
Alors, nous avons répondu à toutes les questions. Avant de clôturer, on a décidé de rester encore 5-10 minutes en ligne. Si vous avez des questions que vous pouvez formuler par écrit, maintenant, on y répondra. Voilà. Sinon, on clôturera ce webinaire. Donc, vous avez 5-10 minutes pour nous écrire vos questions. Merci. Alors, il y a une question de nouveau sur les délais de paiement de la région. Est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est la procédure? Donc, la réglementation impose un délai de paiement de 30 jours. Au-delà, il y a des intérêts moratoires. La moyenne de paiement de la collectivité régionale selon la DRFIC, donc la Direction régionale des finances publiques, c'est 27 jours. Et là, c'est pas nous qui faisons le calcul, c'est vraiment le comptable public par rapport à l'ensemble des factures qui ont été payées par exercice, donne une durée moyenne de paiement. Et ces informations sont accessibles sur Internet. Alors, je pense que c'est sur le site de la DRFIP, mais ce sont des informations publiques qui ont été présentées en fin d'année 2025 et qui sont bien de 27 jours pour la collectivité régionale. Alors, il y a une question sur l'accompagnement, une réunion spécialement pour la saisie de l'état de présence et la demande de rémunération avec Guadeloupe Formation. En tout cas, il est certain que, comme on m'a expliqué tout à l'heure, qu'il y a une réunion au moment de la notification des marchés pour expliquer à chacun des attributaires ce qu'on attend d'eux au moment de l'exécution des marchés et pour qu'on puisse répondre aussi à leurs interrogations sur d'éventuelles questions qui les taraudent dans le cas de l'exécution du marché. Mais si il y a une réunion spécifique, voilà, merci, Absolument. Madame Procida. En complément, donc, sur la question de la rémunération des stagiaires et de la formation des organismes de formation, tous les organismes de formation qui le sollicitent seront formés à l'outil Rémuform Pro, qui est l'outil qui permet du coup de gérer la rémunération des stagiaires et de fait seront également informés de la manière dont il faut procéder pour pouvoir remonter les états d'émargement, à savoir les RS9. Merci, Madame Procida. Une question sur le fait d'une publication d'un avis d'attribution. Alors, dans la mesure où nous ne serons pas dans un appel d'offres, le Code de la commande publique n'impose pas de publication d'avis d'attribution pour les marchés de procédure adaptée, mais la collectivité va faire le choix au moment venu de cette publication ou pas, parce que qui peut le plus peut le moins. Et sur les délais de 25 jours de paiement, oui, j'ai répondu, ce sont des données publiques qui émanent de la DRFIP.
Madame. Alors, nous vous remercions tous de votre participation active. Nous n'avons plus de questions. Comme je vous l'ai dit en introduction, vous pourrez retrouver ce webinaire sur le site de la région. Il y a des personnes qui se connectent maintenant. Désolée, nous avons terminé. Donc, comme je le disais, je le répète, du coup, pour les personnes qui viennent de rentrer, ce webinaire sera en lien sur le site, sera sur le site de la région. Sous peu. D'ici 48 heures. D'ici 48 heures, on me dit, à l'oreillette. Voilà, donc merci de votre participation. Nous allons clôturer ce webinaire et puis nous allons recevoir vos offres et les lire attentivement. À très bientôt. Au revoir. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci pour les Bonsoir, merci.